4H12 le 7 novembre 2025. Le ciel ukrainien s'est embrasé. En moins de 30 minutes, la Russie a lancé 45 missiles de croisière K, 35 et 120 drones de type Shahed. Un dispositif de frappe d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Cible Kiev-Pava et Dnipropetrovsk-Ville, abritant près de 6 millions de civils. Moscou l'a baptisé Opération Frappe d'hiver. L'Ukraine l'a qualifié d'attaque délibérée de démonstration de force ayant plongé des villes entières dans l'obscurité. Mais au plus profond de Kiev, le silence s'est mué en calcul. L'opération Porte-Spirale était lancée. 30 chasseurs. F-16 modernisés avec des radars APG-68 et armés de missiles AIM-120 AMA, un système d'attaque d'une valeur de seulement 4 millions de dollars ont pénétré l'espace aérien russe. Ils étaient appuyés par 35 drones U-Mod 22 servant de leurre. Leur objectif, un complexe nucléaire d'une valeur de 1,2 milliard de dollars protégé par le système S-400 Pantsir et le réseau de défense aérienne russe d'une valeur de 500 milliards de dollars. 30 chasseurs parviendront-ils à percer le mur d'acier de Moscou ou seront-ils anéantis par les défenses russes qui ont coûté plusieurs milliards de dollars? Voyons voir. 7 novembre 2025, 4H, 12 heures de Kiev. La capitale était plongée dans une obscurité glaciale jusqu'à ce que les sirènes retentissent. À cet instant précis, la Russie lançait l'opération offensive hivernale. Entre 45 et 35 missiles de croisière iraniens et 120 drones suicides de type Shahed ont sillonné le ciel nocturne, détruisant 25 sites civils et infrastructures à Kiev-Pava et Dnipropetrovsk. Il s'agissait du plus important raid aérien nocturne depuis le début de l'invasion. Le chaos s'est installé, saturant les écrans radars ukrainiens. Les alarmes retentissaient dans les bases aériennes. Une pluie de missiles s'abattait droit sur les zones habitées. Activez tous les systèmes de défense, ordonna le commandant. 30 secondes plus tard, les batteries S-300 et HIMARS illuminèrent le ciel. NMTIS Tanasa illuminèrent le ciel. 36 missiles intercepteurs jaillirent comme l'éclair. 9 missiles entrants ont été détruits en vol, mais d'autres ont réussi à percer les défenses. Les premières explosions ont ravagé le quartier d'Ovalon. Un immeuble d'habitation de 12 étages s'est effondré en 19 secondes, ensevelissant 87 habitants sous les décombres enflammés. Une école voisine a été entièrement détruite par les flammes. Des sacs à dos d'enfants jonchaient de la neige. À 4H21, une maternité fut plongée dans le noir. Des infirmières transportèrent 11 nouveau-nés dans des couloirs enfumés, guidés seulement par la lueur de leur téléphone. À 6H, on dénombrait 38 morts, parmi les civils 51 blessés, et plus de 9 déplacés. Plus de 620 immeubles résidentiels ont été endommagés. En seulement 6 heures, les dégâts ont dépassé 420 millions de dollars. Le réseau électrique central de Kiev a perdu 45% de sa production, plongeant 1,2 million d'habitants dans le noir. Les centrales de chauffage ont été mises hors service. Les radiateurs se sont éteints. Les supermarchés ont été réduits en cendres en 3 heures. À Pava, les températures sont descendues jusqu'à 9 degrés. Des familles ont fait la queue pendant des heures qui restaient pour obtenir de l'eau bouillante dans les réservoirs d'urgence. Les hôpitaux ont rationné le carburant des générateurs. Il ne restait que 12 heures d'électricité pour les blocs opératoires. À l'aube, l'une des principales installations énergétiques d'Ukraine était détruite. Un symbole de la volonté de Moscou de paralyser toute une nation par le froid. Mais dans les profondeurs de Kiev, au centre de commandement souterrain, le silence fit place à la fureur. Moscou l'appela l'opération offensive hivernale. Kiev l'appela le crime dans la neige. Et tandis que la fumée dérivait vers l'est, une chose était certaine, l'Ukraine riposterait. Non pas avec rage, mais avec une précision plus froide que la neige elle-même. Ce matin-là, le soleil n'était pas encore levé au-dessus du ciel. La fumée persistait dans l'air lorsque le président Vladimir Zelensky descendit dans le bâtiment. Centre de commandement souterrain situé à 18 mètres sous la résidence présidentielle. Autour de la table étaient assis les plus hauts gradés de l'armée ukrainienne, le directeur du renseignement et le ministre de l'Énergie. Leurs visages étaient marqués par l'épuisement et la colère. Les rapports étaient accablants.
45 missiles, 120 drones, 420 millions de dollars de dégâts et l'un des réseaux électriques essentiels du pays entièrement détruit. Plus de 1,2 million de personnes étaient toujours privées d'électricité. S'ils veulent nous congeler, dit Zelensky d'une voix calme, nous leur ferons sentir le froid eux aussi. Cette phrase marqua le début de l'opération Porte-Spirale, une contre-attaque conçue non par vengeance, mais par dissuasion. La cible, la centrale nucléaire de Kenon, située près de l'oblast d'Oudlia, à environ 200 mètres au nord-ouest de Moscou. Une installation employant plus de zéro ingénieur et employés civils, considéré comme l'un des piliers de l'empire énergétique de Moscou. La frappée nuirait pas seulement à l'économie, mais humilierait aussi le Kremlin. L'armée de l'air ukrainienne a présenté son armement Trent F-16 Fighting Falcon, récemment modernisé avec des radars AAPG-68, capables de détecter les aéronefs ennemis à une portée de 180 km et armés de missiles AM-120 AMRAAM atteignant Mach 4 et d'une portée de 5 km. En appui, 35 drones aéroportés UG-22 d'une valeur de 100 $ serviront d'appât pour attirer l'attention des défenses aériennes russes. Face à eux se dressait le système de défense aérienne russe S-400. Triumph d'une valeur de 800 millions de dollars et des batteries Panzer S. Un d'une valeur de 15 millions de dollars, chacune protégeant une usine considérée comme imprenable. À l'intérieur de ce bunker obscur, chacun comprenait ce qui allait suivre. L'Ukraine avait perdu 420 millions de dollars en une seule nuit. Ils étaient désormais prêts à risquer des armes financées par les États-Unis pour atteindre un objectif d'1 milliard de dollars. Et lorsque Zelensky donna l'ordre, ces mots résonnèrent dans la salle. « Faites-leur savoir que Moscou n'est pas intouchable. » Le bouclier inébranlable de la Russie pourra-t-il réellement arrêter la tempête que l'Ukraine s'apprête à déclencher 3 H-58 le 8 novembre 2025? La nuit était d'un calme absolu à la frontière ukrainienne. Trop calme. Puis un à un Trent F-16 Fighting Falcon ont roulé sur la piste gelée près de la base aérienne de Myhorod. Les moteurs grondaient comme des orages sous le ciel étoilé faisant trembler le sol gelé. L'opération Spiral Gate était passée de la planification à l'exécution. Chaque chasseur transportait 2 missiles M120 AMRAAM et une charge de bombes guidées de précision. Leur radar était pointé sur la frontière russe lorsqu'un petit appareil modeste, un drone UG-22, d'une valeur de seulement 100 $ a décollé en avant. Sa mission attirer le réseau de défense aérienne russe à découvert. À 4 H-27, le drone a violé l'espace aérien ennemi. En moins de 90 secondes. Des signaux radars ont jailli dans toute la Russie occidentale. Les systèmes Panzer S. Protégeant le complexe énergétique se sont activés et ont verrouillé la fausse cible. 5 missiles intercepteurs d'une valeur unitaire d'1 million de dollars ont été tirés dans le ciel. Résultat, une traînée blanche poursuivant un drone dont le prix dérisoire est inférieur à celui d'une voiture de luxe. Depuis la salle de contrôle ukrainienne, les officiers observaient en silence les écrans s'illuminer. Cible éclairée, confirmée. L'un d'eux a déclaré « Ils sont tombés dans le piège », tandis que la salve de 5 millions de dollars atteignait le leur et explosait parmi les nuages. Le véritable dispositif d'attaque s'élevait à 0 mètres d'altitude, brouillant les signaux radars grâce à une formation précise. Chaque minute qui passait vidait les caisses de l'État russe. Les pertes opérationnelles s'élevaient à 7,3 millions de dollars, tandis que l'Ukraine ne perdait qu'un seul drone. Mais les opérateurs de défense de Moscou, aveuglés par leur propre brouillage radar, ont pris ce signal fantôme pour une frappe aérienne de grande envergure. Les systèmes S-400, dont chaque missile coûte 2,5 millions de dollars, ont alors commencé à tirer vers le ciel. En moins de 5 minutes, de plus de 40 millions de dollars de munitions disparurent. Le ciel nocturne fut ravagé par un brasier infernal. Pendant ce temps, sous l'horizon radar, les F-16 volaient à basse altitude, rasant le sol à Mach 1,2. Les pilotes parlaient peu. Leur respiration était rythmée par la guerre. Calme, mécanique sûre. À 4 H-36, le message de commandement transita par les canaux cryptés. Première étape accomplie, début de l'attaque.
Le piège avait fonctionné. Le bouclier russe était brisé. Et dans les 10 minutes qui suivirent, la plus lourde erreur de l'histoire de la défense aérienne de Moscou allait se produire. Une bataille où 4 millions de dollars d'acier ukrainien allaient anéantir un demi-milliard de dollars de fierté russe. Ils pensaient que le nouvel appât était la véritable menace. Mais la véritable tempête n'avait pas encore commencé. Restez avec moi. Le ciel de Moscou est sur le point de s'embraser. 4H6, Oblast d'Oudmia. Le ciel nocturne s'embrasait de rouge au-dessus de la centrale nucléaire de Kenan. La fierté de la Russie, désormais son secret le plus vulnérable. 30 F-16. Des faucons de combat ont pénétré l'espace aérien russe à 10 m d'altitude. Leurs réacteurs laissaient des traînées lumineuses dans le ciel glacé. Chaque avion transportait une charge utile composée de 2 missiles Ascent 20 AMRAAM et de bombes guidées de précision. Un dispositif de frappe d'une valeur de 3,8 millions de dollars, capable d'infliger des pertes de centaines de millions de dollars en quelques minutes. En dessous, le système de défense S-400 triomphe de Moscou d'une valeur de 800 millions de dollars et un réseau de batteries Panzer-Essen. Chaque lanceur d'une valeur de 15 millions de dollars s'est immédiatement mis en alerte. À 4H7, 12 intercepteurs d'une valeur de 30 millions de dollars ont décollé. Leur trajectoire sinueuse fendait l'obscurité à la recherche de signaux thermiques. En 90 secondes, 11 des 20 menaces entrantes ont été détruites. Mais les 9 autres ont réussi à percer et ce qui a suivi a changé la carte de la confiance russe. 3 Ascent 20 ont frappé le complexe du réacteur, chacun transportant une ogive à fragmentation à haut pouvoir explosif de 50 livres explosant profondément dans la salle du générateur de vapeur. L'explosion a déchiré la couche de confinement renforcée, conçue pour résister aux tremblements de terre et aux frappes aériennes. Une colonne de feu s'éleva à près de 0 mètre de hauteur visible à 25 mètres de distance. Quelques secondes plus tard, 5 missiles s'abattirent sur le réseau de tours de refroidissement et les chambres de turbines provoquant l'effondrement de 400 tonnes d'acier et de béton. Le dernier missile a touché le poste de transformation électrique principal, privant Moscou de 2,4 gigawatts d'électricité, soit suffisamment pour alimenter 1,5 million de foyers. Le secteur ouest de la ville a été plongé dans le noir pendant 14 minutes, avant que le système de déviation d'urgence ne soit mis en place. Au sein du centre de contrôle, c'était le chaos. En 20 minutes, les lignes téléphoniques de Moscou ont été submergées par 12 morts, 470 blessés graves et 312 appels d'urgence. Les explosions ont brisé 800 vitres, endommagé 7 ponts et causé des pertes industrielles indirectes estimées à 600 millions de yuan. Les hôpitaux voisins, alimentés par des groupes électrogènes de secours, ont soigné sans relâche des brûlures et des traumatismes pendant 18 heures. À 4h22, une reconnaissance a confirmé la situation, la centrale était en feu et hors de contrôle. Des caméras ont filmé des ouvriers fuyant sous les décombres, tandis qu'un hélicoptère survolait l'incendie en vain. À 4h25, alors que les derniers F-16 pénétraient dans l'espace aérien ukrainien, une transmission cryptée résonna dans la salle de commandement de Kiev. Cible neutralisée. Le mur de Moscou est brisé. 30 avions, 4 millions de dollars de munitions avaient détruit pour 1,2 milliard de dollars d'infrastructures et anéanti l'illusion d'invincibilité russe. L'équilibre de la guerre moderne avait basculé. Désormais, ce n'était plus la puissance de feu, mais la vitesse, la précision et la psychologie qui régnaient dans le ciel. 6h30. Moscou s'est réveillé non pas sous le soleil, mais avec un goût de cendre. À l'ouest, une colonne de fumée de 14 mètres s'élevait encore du complexe nucléaire endommagé. Dans la ville, les tunnels du métro restaient silencieux et plus de 2,3 millions d'habitants étaient privés d'électricité. Le réseau électrique a perdu 2,4 gigawatts, provoquant des coupures de courant dans 7 districts administratifs. Les feux de circulation se sont éteints. Les hôpitaux ont basculé sur leurs groupes électrogènes de secours. Le cœur de la capitale s'est tu en une seule nuit. À 7h, une réunion d'urgence s'est tenue dans la salle de crise souterraine du Kremlin. Le président Poutine, pâle et impassible, reçut le premier bilan des victimes. 30 morts
477 blessés, un 0 travailleur déplacé et 1,2 milliard de dollars de pertes. La centrale nucléaire, qui avait symbolisé la puissance de Moscou, n'était plus qu'une plaie ouverte et ces images avaient déjà fait le tour du monde. En milieu de matinée, les services de renseignement russes ont confirmé les craintes du Kremlin. L'attaque a été menée par un escadron ukrainien de F-16 utilisant un cryptage standard de l'OTAN. Les données satellitaires ont révélé la précision de l'attaque. Chaque missile a atteint sa cible à moins de 3 mètres. L'humiliation était totale. À 9 heures locales en Europe, l'OTAN tenait un sommet d'urgence à Bruxelles. Aucune condamnation ne fut prononcée. Au contraire, une communication classifiée fut divulguée. L'Ukraine affirmait avoir exercé un droit légitime de légitime défense. Quelques heures plus tard, les États-Unis approuvèrent un nouveau plan d'aide de 800 millions de dollars comprenant 250 millions de dollars pour l'acquisition de drones et de modules de guerre électroniques supplémentaires. À Kiev, les célébrations étaient discrètes. Le bunker de commandement de Zelensky restait éclairé par des écrans montrant Moscou en flammes. « Ce n'est pas une victoire », a-t-il dit doucement, mais un message de la terreur a un prix. À midi, les marchés internationaux étaient sous le choc. L'indice énergétique russe a chuté de 11%, effaçant 23 milliards de dollars de valeur en une seule journée de bourse. La panique s'est propagée sur les marchés boursiers mondiaux. Et tandis que les incendies ravageaient l'après-midi, le monde a pris conscience d'une réalité irréversible. Une frappe ukrainienne de 4 millions de dollars avait paralysé l'architecture de défense russe estimée à 500 milliards de dollars. Les murs d'acier avaient cédé. Les algorithmes avaient triomphé. La guerre avait changé à jamais. On peut bâtir des forteresses de béton et de fer, mais l'histoire finit toujours par s'infiltrer. Le soir du 8 novembre 2025, l'incendie qui ravageait l'ouest de Moscou s'était éteint. Mais le monde qu'il avait laissé derrière lui ne serait plus jamais le même. Les fiers sûrs. Tour du Kremlin se dressait sur un horizon rouge, silencieuse, humiliée et vulnérable. Pour la première fois depuis des décennies, l'invincibilité de la Russie avait été percée non par la puissance nucléaire ou la force économique, mais par la précision, le calcul et la détermination humaine. À Kiev, les lumières se rallumèrent après près de 40 heures d'obscurité. Les familles se rassemblaient dans les caves et les cages d'escalier, une bougie à la main, murmurant des prières. Elles avaient tout perdu, des maisons, des hôpitaux, des quartiers entiers. Pourtant, la nouvelle de la contre-attaque apportait quelque chose que les missiles russes n'avaient pu détruire: l'espoir. Pour la première fois, les Ukrainiens eurent le sentiment que la terreur qui s'abattait du ciel pouvait être combattue, mesurée et punie. Les chiffres racontaient une histoire qui allait marquer l'histoire. 4 millions de dollars de munitions ont détruit pour 1,2 milliard de dollars d'actifs russes, mis en évidence les failles d'un réseau de défense de 500 milliards de dollars et paralysé un pays de 140 millions d'habitants pendant plus de 48 heures. Les économistes l'ont qualifié de frappe la plus rentable de la guerre moderne. Les analystes ont parlé du jour où la dissuasion a été réinventée, mais pour ceux qui l'ont vécu, il s'agissait simplement de survivre. À l'approche de l'aube, Zelensky s'est adressé à son peuple depuis le bunker de commandement. Sa voix était calme, mais assurée. Ils ont essayé de paralyser notre nation. Au lieu de cela, ils l'ont réveillée. Cette phrase allait faire le tour du monde, répétée dans les capitales comme dans les milieux militaires. Car la véritable leçon de l'incendie hivernal n'était pas celle de la destruction, mais celle de la transformation. Cela a prouvé que la technologie, le courage et la précision pouvaient l'emporter sur la peur, la richesse et l'arrogance, et que parfois la plus petite étincelle allumée dans le plus profond hiver pouvait embraser le monde. Si vous avez trouvé cette analyse pertinente et souhaitez soutenir des analyses plus approfondies de ce type, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer le prochain conflit en cours.